Maintenant, voilà, c'est bon. Maintenant. Tout de suite. Donc ouais, non, on va parler de Satoshi Kon, mais pas que. Est-ce que on peut parler Parce que le temps est terminé. voilà, par exemple, on pourra parler de Queen parce que forcément, j'ai vu Bohemian Rhapsody, tu vas voir Bohemian Rhapsody. Du coup, c'est normal. 3 heures. 3 heures. Donc on a 3 heures. Enfin, moi j'ai moins de 3 heures, mais moins de 3 heures. Moi j'ai 1h30 environ. Donc bon, après moi je dois manger, hein, parce que je dois me nourrir afin de conserver mon état de vie. Voilà. Bon, c'est magique. Hein. L'allégresse sur ce live. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de live. C'est cool. Ouais, ça fait même longtemps. Si celui-là est très YOLO. On voulait faire un live, c'était quand qu'on voulait faire le dernier sur le même sujet, c'était début septembre, fin août, mais bon, tu venais de voir Millennium Actress, moi j'ai vu Perfect Blue, j'étais beaucoup trop ému pour le truc et ça m'a fait super grave. Moi j'étais fatigué physiquement, mais bon bah ça c'est une autre histoire. Mais c'est pas le but aujourd'hui. On se retrouve effectivement pour parler toujours de cinéma, mais aussi toujours fait effectivement d'animation, parce qu'on a enchaîné 3 lives concernant l'animation japonaise. Enfin, maintenant ça va faire le 3e. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, c'est le 3e. Ouais, bah, non, on a fait, mais je me rappelais de ce qu'on a fait en premier. Oui, aussi. Et Évangile, selon Anno. Voilà, c'est ça. Mais c'est marrant. Donc aujourd'hui, on se retrouve effectivement pour parler toujours animation. Après, on va pas pouvoir déblatérer beaucoup parce que la plupart des courts-métrages, c'est-à-dire qui s'élèvent au nombre de 3, ne sont pas suffisamment digestes pour être vus des milliards de fois. Et donc, surtout dans le sens où il faut prendre le temps. C'est vrai, c'est un défi. Je regarde les 3 d'affilée, je deviens fou. Et donc voilà, on va parler de 3 films d'animation japonaise par le même auteur, qui s'appelle Satoshi Kon, qui est malheureusement décédé. Et ouais, c'est dommage, mais bon, c'est la vie qui fait ça. Merci le cancer, le cancer, notre merveilleux ami qui tue des gens. Mais le but c'est pas de. Oui, aussi. Et c'était aussi le signe de Freddie Mercury. Donc comme quoi. Il est marrant, parce qu'il est marrant. En fait, je sais plus s'il était cancer, mais je sais plus s'il était lion, cancer ou vierge. Je lui poserai la question. Je poserai la question. Allez. Donc voilà. Donc ouais, Satoshi Kon, mais vraiment bon, attention, c'est un live à l'arrache. Littéralement. Encore plus que d'habitude. Donc, le seul qui a été probablement construit, c'était Cowboy Bebop. Et celui où on espérait le moins, c'était Evangelion. C'est le plus long. Bon, voilà, comme quoi on prédit pas. Donc oui, effectivement. Tu veux commencer à parler de Paprika. Ouais, je vais commencer à parler de Paprika. Alors Paprika, même si c'est une délicieuse épice qui se marie énormément bien avec le curcuma et le curry. C'en est pas pour autant c'était un magnifique film d'animation aussi. Alors Paprika, pour me la péter, je peux le sortir en Blu-ray parce que je l'ai en Blu-ray, voilà. 5€, elle est à Rennes. Bref, attends, je le prends quand même pour faire figure de. Alors je vous lis le résumé. Non, je vous lis le synopsis. Non, alors Paprika. Le premier qu'on va parler, on va pouvoir quand même bien le synthétiser parce que c'est, on va dire, le plus peut-être je vais pas me dire le plus abordable, mais si quand même, ça reste le plus abordable des films de Satoshi Kon. Ce qu'il faut savoir avec Satoshi Kon, c'est que c'était un très très gros bosseur, dans le sens où tous ses films ont été faits avec une justesse et une précision hors norme. À mon avis, ça c'est quelque chose qu'on remarque dans quasiment tous ses films. J'ai pas vu tous ses films, en même temps il en a pas fait beaucoup, il en a fait 6 au total, 5 ou 6, quelque chose comme ça, qui aussi ont rigolo. Et encore, sur le bout de la main, quoi. Il me semble que c'est 4, on va dire long métrage d'animation c'est 4, et il a fait quelques courts métrages. Il a fait une série. Il a fait aussi une série. C'est tout. Et je crois qu'il a travaillé sur Akira apparemment. Non, il a travaillé avec le. Non, il a pas travaillé sur Akira, il a travaillé avec le mec qui a fait. Oui, c'est ça. Ils ont créé un long métrage qui regroupe quelques petits courts métrages, quelques quelques courts métrages qui, en fait, ça a été scénarisé par Satoshi Kon et réalisé avec les dessins et le chara design du créateur d'Akira. Ce qui est à voir, que je n'ai toujours pas vu, qu'il faut absolument que je vois. Voilà.
Donc ouais, on parlera que de sa trilogie, on va dire quand même la plus connue, dont Paprika. Je voulais dire la ouais, trilogie d'épée, mais non, le troisième film lance par même, donc un peu ça con. marche pas. Tant pis. Mais voilà, ça sera juste la trilogie Satsushi Kon, parce que généralement on lui attribue le mérite d'avoir fait entre guillemets que quelques courts-métrages, sauf que malheureusement ces courts-métrages sont tous, à part un que je n'ai pas vu qui est Tokyo Godfather, qu'il faut que je regarde aussi. À part ça, on n'y voit pas. Les films sont quand même d'une prouesse assez dingue. Alors j'ai pas encore mis, je vais en profiter, j'avais pas mis d'image de Perfect Blue, ce que je vais faire actuellement pour visualiser un peu plus si j'ai une image de Perfect Blue. Non, pas du tout. Absolument pas. Allons chercher une image de Perfect Blue, histoire de visualiser un peu le bousin. Le parfait. C'est un bleu parfait. C'est assez évocateur comme. Ouais, je suis bilingue aussi. Ouais, je suis bilingue, moi. Je suis bilingue. On va prendre une image entre guillemets au pif. On intègre le pif. Le mec il prend une image de n'importe quoi, du marque de bière, tu vois, et il va dire bon, ça c'est le film. Et voilà, ça c'est le film. Voilà. Bah ouvre tes chakras, c'est ça, c'est tout. C'est ça, voilà, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir parler, on va dire pleinement de ces 3 films qui relèvent chacun vraiment, ça va être le mot du live vraiment, mais genre prouesse. Moi, c'est vraiment la chose qui me vient avec les 3, peut-être avec plus certains peut-être un peu plus, mais ce sont des prouesses d'animation, de scénario. Est-ce qu'on pourrait mettre un compteur pour le mot prouesse? Ça fait déjà la 5e fois que tu le dis. Parce que vraiment, c'est vraiment une énorme prouesse. Il peut plus faire de phrases, il peut juste dire ce prouesse. En tout cas, voilà. Bon, on va commencer avec Paprika. Alors, Paprika, si je devais faire mon connard cinéphile geek de 20 ans qui a pas d'avis, je vous dirais que c'est Inception en mieux. Mais je ne suis pas un connard tatillon geek d'une vingtaine d'années. Le choc de la révélation. Non, j'ai pas 20 ans, j'ai 19 ans. Voilà. Je savais. Mon Dieu. Donc voilà. Donc Paprika, pour essayer de résumer, c'est l'histoire du personnage de Paprika que vous voyez en fond, qui est en fait... alors je pourrais pas vraiment même définir ce qu'elle est. Alors c'est un personnage qui fait face, en fait, elle brouille l'esprit. Je sais pas vraiment si elle est réelle ou pas. Enfin, moi j'ai toujours pas c'est toujours un peu confus. Bah, en fait, comment dire, c'est une personne lambda, c'est une femme, sauf que y a un monde fantasmé, un monde des rêves, et Paprika, c'est la version fantasmée de cette femme. Sinon, elle est tout à fait lambda. Voilà. Et Paprika, ça traite du rêve, du fantasme, de s'évader par le cinéma aussi, parce que indirectement et directement aussi, ça traite du médium du cinéma. Si je me rappelle très bien, ça fait super longtemps, mais il y a quelques scènes, on voit aussi les caméras, comment en fait on fait un film, et comment on crée aussi par l'imaginaire. Et ouais, c'est quand même beau, je trouve. C'est magnifique. C'est beau quand même. Mais après, ouais, la phrase, de Paprika, c'est qu'on dire Inception en mieux. Bon, c'est facile, c'est gratuit, mais grossièrement, pour situer, c'est le même pitch, quoi. Sauf qu'il n'y a pas des rêves dans des rêves. Là, il y a plus, comment dire. Merde. Ça traite littéralement directement le rêve. Enfin. Non, Inception aussi. Je cherchais le mot, en fait, ça. J'oublie des mots super simples, mais ça met en parallèle le réel, ce qui est concret, ce qui est factuel, au rêve et à l'évasion et tous les synonymes et mots qui sont liés à ce registre, ce champ lexical. Voilà, la rêverie, oui, l'imaginaire, la création, l'anticipation, enfin tout ce qui peut être. Alors ça fait un peu. C'est vrai que le sujet, on peut croire qu'il a été brassé dans pas mal de films, et c'est vrai. Mais Paprika, il fait un truc, il utilise justement un aspect que tous les autres films n'ont pas, c'est que c'est un film d'animation. Le talent. Et le talent et le film l'animation. Et l'animation, je perpétuerai cette grande qualité inhérente à celle-ci, c'est que effectivement, moi je trouve qu'elle décuple largement plus
les aspects on va dire, du cinéma plus traditionnel. Non pas que par exemple Inception soit mauvais, mais peut-être en tant que film il est certainement bien, mais Paprika en tant que film d'animation le surpasse sur ces niveaux qu'il a lui a accompli en tant que film. Donc après l'un n'est pas je trouve pas forcément que l'un est meilleur que l'autre, mais ils sont complètement différents. Mais effectivement Paprika ouvre quand même encore une autre porte de vision sur toutes ces thématiques, sur toutes ces thématiques. Donc ça c'est quand même vachement bien, parce que comme je disais, l'animation permet d'en décupler pour comment ça va se traduire. Ça va se traduire par tout ce que effectivement peut offrir des animations, par exemple des styles de cadrage. Il y a des cadrages même avec des effets spéciaux qu'on pourrait pas forcément avoir, alors que l'animation te permet des prouesses techniques assez dingues, de s'affranchir complètement des limites physiques d'une caméra et de ce qu'on peut proposer avec la mise en scène. C'est ça, tout à fait. Et ce qu'il faut savoir aussi avec Satoshi Kon et sa réalisation sur tous ses films, et plus particulièrement sur un qui marque bien les esprits, c'est que effectivement je disais qu'il avait quand je disais encore une fois le mot prouesse, c'est que ça tient aussi d'une réalisation technique très pointue. En fait on sent que chaque cadrage a été calculé, pensé, bien évidemment comme pour quasiment tous les films, mais là on sent une véritable millimétrage jusqu'au travelling près qui est assez fou. Et monsieur Drey, j'aurais une question. Pourquoi ce film est, toi, une synthèse d'une prouesse technique? Enfin, en quoi, en fait? Par quelle scène? Par quel truc très précis? Par exemple, si je prends l'exemple de Paprika, la prouesse technique, ça va être surtout... pas forcément, par exemple, dans le scénario, parce que le scénario, finalement, il est, entre guillemets, assez simple. Ça va être surtout, par exemple, quand je parle de technique, ça va être, par exemple, des cadrages, par exemple, des scènes... par exemple, même des effets, en termes d'animation, par exemple, dans le film, no spoil... mais il y a des effets visuels dans le monde des rêves qui sont accentués pour accentuer des messages ou forcément des scènes équivoques. Par exemple, un des personnages principaux, à un moment, avance dans un couloir, mais il a beau avancer, il ne fait que reculer. Ce genre d'animation, ce genre d'effet, et là je parle d'effet, mais ça va aussi effectivement, comme tu dis, dans la mise en scène, où la mise en scène a été aussi pensée comme un film, parce qu'effectivement ça peut même faire un parallèle sur le questionnement du comme l'expression se faire un film, ça tient de, enfin ça pourrait venir, je dis pas que ça vient de là, c'est juste que c'est assez drôle effectivement comment le film se prend au sérieux et met en scène d'une manière très un peu en termes un peu comme limite en termes de série, qu'on pourrait voir ça dans une série ou en fait dans un film assez blockbuster. Finalement il y a un aspect assez un petit peu entre guillemets pas américain, c'est très con dit comme ça, mais un aspect on va dire très réel, très ancré dans notre monde actuel. Alors ça fait la part belle entre animation et réalisation, mais ouais, c'est pour ça que je trouve que le film, alors pas spécialement Paprika, là je parle de Paprika, mais celui qui pour moi est une prouesse technique, et là je vais entendre par là tant en termes de ses dessins que de ses transitions. C'est le premier film d'ailleurs de Satoshi Kon, c'est Perfect Blue. On va éviter de tergiverser trop vite vers Perfect Blue, on va continuer un peu sur Paprika, mais on parlera de Perfect Blue après. Donc oui, Paprika utilise, comme tous ces autres films, utilise un millimétrage assez, on va dire, il y a une rigueur faite à la réalisation que je n'ai pas vue, que je ne vois pas sur tous les films d'animation, particulièrement l'animation nippone. Donc ça, c'est quand même un point très fort. Est-ce que tu pourrais parler de l'intro de ce qui se passe en fait? Parce que en fait, j'ai l'impression qu'on se perd un peu. Mais est-ce que tu pourrais parler de ce qui se passe littéralement dans le film, en fait, la scène dans le cirque et les transitions, ce qui se passe, etc. Enfin, grossièrement, juste survoler, et ensuite on pourrait parler de plus profond, quoi. C'est un peu compliqué. Hein. Quand tu peux préparer, tu prends ton temps. T'inquiète. Alors, si je me souviens du film, parce que je l'ai pas vu 3 milliards de fois, j'ai dû le voir 2 fois. Donc, je peux le voir 3 fois. Quoi. Après, le film, j'ai pas envie d'utiliser des images parce que. Bon, c'est voilà. Non, mais pas vraiment des images, mais apparemment là tu dis en intro, ça se passe dans un cirque. Tu me racontes pas tout ce qui se passe en détail, mais grossièrement. En fait. Non, mais on commence le film sur effectivement une introduction dans un cirque avec un aspect de cirque qui se développe. Il y a le personnage, donc on va voir un personnage qui est un flic. Ça va être un des persos principaux, qui est en fait
ça commence sur l'introduction des personnages, donc c'est un peu logique, donc d'un flic qui je ne sais plus comment il s'appelle, et de Paprika. Et on s'aperçoit vite qu'en fait ils font collaboration et qu'ils utilisent, qui va être un peu le point névralgique, des appareils qui permettent justement d'entrer dans les rêves des gens, de communiquer et de se balader entre les rêves de chacun. Et donc une technologie développée par un autre des persos qui lui travaille pour une compagnie de haute technologie qui apparemment fait la grandeur de son monde actuel. Donc on va suivre vraiment, en fait on va suivre les péripéties de ces voyages, de l'utilisation, parce que c'est encore à les stades, c'est assez, comment on appelle ça, c'est éphémère comme technologie, finalement c'est assez, ça vient de se faire, c'est vraiment pas encore au point, et justement l'élément perturbateur c'est qu'on va voir que eh bien, va y avoir des décémini, je crois que c'est ça le nom de ces petits appareils, les décémini, il y en a qui se sont fait voler, et ils sont enclins à un potentiel hack. Ce qui fait que ils vont vouloir savoir pourquoi. C'est un peu logique. Hein. Ah, c'est marrant parce que ça me rappelle. Après là, c'est surtout très en surface, mais Ghost in the Shell. Oui. Je sais pas ça pourquoi. fait un peu. C'est marrant. Un tout petit peu. En tout cas, voilà. C'est ça le pitch, et ensuite on va suivre la péripétie. Et donc justement, tout va se dérouler entre réalité et rêve, et là où ça va jouer très fort, c'est que les personnages vont être confrontés à des scènes et aller recueillir des informations dans les rêves des gens, visiter les rêves des gens pour peut-être trouver des informations, savoir qui est derrière ça, et pouvoir essayer de mener un bien. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont en même temps on va dire résoudre une affaire policière finalement, si on devait résumer ça, mais en fait qui va surtout aussi se plonger dans qui va se révéler plus qu'une affaire policière, ça va se relever être plus peut-être beaucoup de psychologie, parce que c'est pas un film c'est de la science-fiction, mais qui se base sur un aspect finalement assez glauque des rêves, parce que en fait en surface on nous montre des choses assez policées, assez rêveuses et très fantaisistes, mais qui soulèvent des thématiques très sombres, et par exemple le deuil, mais aussi les lourds passés, la perte de repères face à ce qui s'est passé, et tout ça met en perspective l'utilisation qu'on peut en avoir de cette technologie qui en vrai, quand on y pense, fait beaucoup réfléchir parce que c'est quelque chose qui effectivement fascine autant qu'il fait peur. Je veux dire, l'aspect du rêve, c'est encore quelque chose qui est pas c'est encore à l'état on se questionne toujours là-dessus, il y a toujours des études, on ne sait pas forcément spécifiquement pourquoi, il n'y a pas un vrai but entre guillemets ça peut même faire, même le film peut se faire l'allégeance de théories freudiennes, ça pourrait aller jusque là, hein. Je veux dire, on est dans ce parti pris là, mais ah ouais, c'est vrai, hein, mais c'est ça qui est aussi très intéressant. C'est super intéressant. Après le but c'est pas de faire une analyse, le but c'est comme on dit, c'est de donner envie d'en parler. C'était pour recentrer en fait, pour juste dire l'histoire et ensuite qu'on parle autour du film, parce que là on va direct dans le truc. Enfin bref, mais plutôt là moi je trouve qu'en fait la proposition de Paprika c'est plus honnête et vachement plus poussé, je trouve que ce que le film nous offre c'est beaucoup plus intéressant, ce que Christopher Nolan avec ce pitch du rêve, du fantasme et tout, c'est assez contenu en fait. Après je peux comprendre et je le pardonne entre guillemets, parce que c'est sur la bureaucratie, c'est sur c'est vrai que mais je trouve que la proposition de cinéma dans Paprika est vachement plus dès l'intro, t'en as plein les mirettes quoi. C'est vrai que du début jusqu'à la fin. Après il faut que je revoie Inception, mais les deux, même s'ils traitent des mêmes sujets, ils ont on en a fait la comparaison, mais c'est vrai que finalement c'est plus à but d'exemple que de véritablement d'avis, parce que j'ai vu qu'une seule fois Inception, il m'avait tout de même pas laissé de marbre, j'avais bien il est pas spécialement oufissime, dans le sens où il m'a pas plus marqué que ça, mais par contre il soulève des choses. Par contre la réalisation par exemple du film est exceptionnelle. Ça pousse en termes de film, mais Paprika effectivement offre une nouvelle perspective.
qui est effectivement. Après, on peut être réceptif ou pas. Hein. Si on aime l'animation, on va très certainement apprécier Paprika. Si on n'aime pas l'animation, on va pas forcément apprécier Paprika. Donc, tout ça pour dire que le film est très inventif aussi. Ça, c'est un mot que j'aime bien utiliser, c'est qu'il est. Justement, c'est assez marrant de pousser l'esthétique de l'animation avec des thématiques de rêverie. C'est encore plus ça va même ça va complètement avec ça va de pair finalement, parce que si l'animation pousse notre créativité à en faire les frais, justement l'imagination de Satoshi Kon il a perpétué ça à travers l'esthétique de Paprika. Voilà. Mais tu vois, ce qui est cool, c'est qu'avec le numérique maintenant, c'est qu'on peut s'affranchir des règles qui régissent le réel en fait. Enfin, tu vois, la caméra elle est limitée parce qu'elle a un corps physique aussi. Mais avec le numérique, tu peux vraiment te rapprocher de l'animation. Et ce qui est cool, c'est que j'ai vu récemment Gremlins 2 de Joe Dante. Et ce qui est sympa dans sa réalisation de ce réalisateur, c'est qu'il se rapproche vachement des cartoons de Warner, de Bugs Bunny, etc. Et vraiment, la mise en scène, c'est exactement comme un cartoon. Et il arrive à s'affranchir des règles tacite au cinéma pour s'inspirer de l'animation et nous proposer un produit hybride qui est super intéressant et qui propose des choses nouvelles. Et c'est vachement étonnant. Le 2, je l'ai vu très tôt et je l'ai détesté à l'époque. Mais là, je le revois avec un œil nouveau et je le trouve super, super intéressant. Rien que pour la technique, mais aussi pour d'autres aspects. Mais après, je suis content que le cinéma de demain, il pourrait s'inspirer soit de l'animation japonaise et du cinéma japonais, soit de l'animation ou d'autres choses. Mais ce qui est cool avec l'avènement du DVD et que on peut regarder des films par paquet de 12, c'est que tous ces films vont arriver à se conjuguer et offrir une nouvelle grammaire et une nouvelle façon de raconter une histoire. Et ça, c'est super cool, je trouve. Donc je pisse pas sur ce qu'a fait Nolan, mais c'est juste que par rapport à ce que le film de Paprika, il est ce qu'il est, mais ça peut compliquer de parler du film, même juste en surface, sans image ou sans préparer notre truc. Mais c'est plutôt sympa, je trouve, que j'ai oublié ma phrase. Mais bon, les deux œuvres, elles sont très très bien, elles suffisent à elles-mêmes. Et les deux choses proposent des trucs super intéressants aussi. Il n'y en a pas un qui est plus ou... Voilà, ça va être vraiment en fonction des goûts. Ça va être, on va préférer soit une approche réaliste et spectaculaire qui nous offre un parallèle vraiment plutôt grandiose et vraiment, vraiment ancré dans une réalité. Soit on va préférer l'imaginaire plus coloré, plus fantaisiste et plus mindfuck plus mindfuck, non, pas plus osé, mais effectivement un peu plus théâtral, quoi, vraiment dans un aspect c'est parce que finalement Paprika, le film est aussi il est assez il y a pas par exemple, il y a pas beaucoup de scènes de bagarre par exemple, ça va être surtout du passage, ça va vraiment être du passage d'un rêve à un autre, beaucoup de transitions par exemple le Paprika, à un moment le personnage de Paprika, elle s'affranchit des codes physiques et forcément parce qu'elle passe à travers les rêves et en fait beaucoup de fois pour passer d'un rêve à un autre elle utilise des éléments de son environnement. Par exemple, à un moment ils foncent tous dans une pancarte et ils ressortent à un autre endroit. Par exemple, elle à un moment elle veut s'affranchir de pouvoir voler, elle veut pouvoir voler. À un moment elle se retrouve habillée en fée clochette et elle a des ailes, etc. Ou alors elle va dans un tableau et elle se transforme voilà, c'est marrant. Vas-y, mais je me rappelle d'un plan, je crois, c'est très très flou, je crois, mais le personnage principal, c'est Paprika qui court, et sa course est séquencée en plein de petites images, et un rapport intéressant avec la pellicule, et quand tu regardes les images une par une. Et est-ce que c'est dans Paprika ça? Parce que j'ai l'impression que je confonds avec d'autres films. Y'a pas une scène comme ça? Je m'en rappelle plus là pour le coup. Là, j'ai vraiment du mal à m'en rappeler. Moi aussi, mais en même temps, non. Mais ce qui est cool, c'est que à un moment, elle rentre dans une image, donc en 2D, donc ça fait un parallèle avec l'animation, le dessin, mon cul, etc. Enfin bref, tu peux te branler dessus
comme tu veux, mais après elle s'affranchit, genre elle sort de la feuille et bah elle va dans le monde 3D. Et je sais plus. Il y a plein de petits clins d'œil comme ça qui sont intéressants. Mais je crois que ça vient de Paprika. Je me rappelle surtout qu'il y a ça dans Spider-Man de Sam Raimi. Ça je me rappelle très bien. Mais dans Paprika, je crois qu'il y est. Pas sûr. Là, j'avoue que j'ai du mal. Mais un petit blanc, ouais. Mais bon, c'est pas très. C'est pas. Pardon. C'est pas très grave. Le but, c'est. Voilà. C'est. Pardon. Et puis même je répète, mais en termes esthétiques, il est très cool, quoi. Il fait 2006, c'est très coloré. Mais c'est pas très coloré, effectivement, on va dire très flashy. Mais c'est très agréable à regarder en tout cas. La saturation, j'adore. Brûle Marit. C'est ça. Et pareil, le casting, il est en VF, il est très cool. Ils font un très bon travail. Franchement, ça perd pas de pied face à ça. Parce qu'on a tendance à parfois un peu juger le doublage, mais français. Mais bon, voilà, après, voilà, c'est juste une question de goût. Il n'y a pas de choses inhérentes. Pourrais-tu nous parler du casting en version française? Le cast en version française, si je m'en souviens, et comme je m'en souviens pas, direction. J'ai jamais vu en VF. Wikipédia. Ah, tu l'as jamais vu en VF? Ah, c'est marrant. Non, c'est pas très grave. Mais il est cool. Il est cool dans le sens, il fait vraiment le café, ou alors plutôt le paprika. Ouais, non, j'arrête tout de suite là. Et je ne savais pas que c'était l'adaptation d'un roman de Yasutaka Tutsu, qui est un écrivain. Voilà. Peu importe, il est sorti effectivement en 2006 chez nous, et par contre en 2007 pour les Américains, et pour les Anglais en 2007, bref, on s'en fout. En VF, par exemple, la voix de Paprika, ça va être celle de... Enfin, les deux, du coup. Personnage de Paprika, et on va dire, comme tu disais, de la personne, sa personnalité, on va dire, humaine, qui est Shiba Atsuko. Voilà. Qui est donc gérée par Laurence Durlens, qui a fait... c'est une bonne... Elle a joué dans Cobra, le film d'animation Cobra, le film, c'est assez drôle. Christophe Gans, non? Cobra? Je vais faire dire une grosse connerie, mais j'ai l'impression non, c'est un film d'animation japonais. Peut-être, il y a peut-être un film là-dessus. Bon, en tout cas... Ah, sûrement. Hein. Elle a joué dans des séries d'animation. Elle a pas une voix très connue en soi. Elle a joué dans Martin Misère, par exemple. Oh. Parce que. Parce que. Elle a même joué dans. Ah, elle a fait près de sa voix dans Mass Effect aussi. Oui. On en revient toujours à Mass Effect. Ah, je sais pas, il n'y a pas écrit, il est juste dit. Mass Effect. Elle a joué aussi dans Dishonored et dans Phantasmagoria 2. C'est magnifique. Et dans Crash Bandicoot, bref, elle a fait. C'est une voix, on va dire, passe-partout, pas non plus ultra connue. Elle double surtout apparemment Naomi Watts et Linda Cardellini, parce que tu vois qui c'est? Parce que pourquoi pas. Pas du tout. C'est Vera. Après, moi en VF, je reconnais plus les voix, je me dis putain, je sais d'où ça vient, etc. Mais les noms, à part les très connus, genre voilà quoi. Non, Linda Cardellini, c'est Vera. C'est la meuf bonne. Je vais apporter une précision. Christophe Gans, il n'y a pas du tout réalisé. J'ai menti. Voilà. Parfait. Je serais tendu par parfait. En tout cas, voilà, elle est Laurence Durlens. Et ensuite, l'autre truc du cast, on y retrouve Vincent Violette, qui est un acteur français. Je sais plus ce qu'il a fait, lui. Apparemment, il double de John Turturro, Eddie Marsan, Gary Oldman dans le Batman. Voilà, donc la voix de Gordon dans le film. Il a doublé Jackie Chan parce que
ce qu'il faut bien vivre. Et série d'animation, et bah il en est. J'arrive plus à voir le live. Ah. C'est une excellente nouvelle. C'est génial. C'est génial. Magnifique. J'ai hâte de tout recommencer. Ah c'est bon. Ah non. C'est de quoi? Est-ce que toi de ton côté ça marche? Oui. Ok, bah moi c'est pas grave. Parce que moi j'ai une collection de merde. Donc, une collection de caca. Bref. Le Est-ce caca. que t'as autre chose à rajouter sur Paprika? Non, pas tant que ça. À part que, regardez-le. Maintenant. Tout de suite. Faites-le. Non, Paprika, c'est un excellent film de 90 minutes qui ne vous laissera pas de marbre normalement. Voilà. Si ça laisse de marbre, bah, on est désolé. Mais vous serez pas remboursé. C'est ça. Donc regardez-le en streaming. Vous faites quelque chose. C'est illégal. C'est pas bien ça. C'est pas très bien, mais on s'en fout. Regarde, ce live il est pas légal non plus. Il est pas légal non plus. Alors, qu'est-ce qu'on s'en branle. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, on va pouvoir passer plus succinctement, hein, parce qu'on peut pas faire de la liste, c'est pas le but. On va garder le meilleur pour la fin. On va parler. C'est quoi le meilleur? C'est Perfect Blue. Ah, ok. On va parler de Millennium Actress. Alors j'ai présenté le premier, tu vas pouvoir présenter le second. Non. Alors, grossièrement. Même si tu pourras pas être grossier face à ce film parce qu'il est aussi complexe que les autres. Alors... Okay. Bah après c'est pas complexe en fait, c'est très simple, c'est juste que c'est il y a comme plusieurs plans de réalité, surtout dans Paprika et tout s'entremêle et wow. Mais dans Millennium Actress, ça parle d'une actrice, bravo. Oh mon dieu. Bref, ça se concentre sur une femme qui a mené une vie d'actrice pendant une très très longue partie de sa vie. Elle est très connue, en tout cas dans la diégèse du film, dans ce qui se passe dans le film. Personnellement, je connais pas, j'ai pas vu ces films. Enfin, bref, de toute façon, c'est impossible, ils sont pas sortis. Et du coup, en fait, il y a des gens qui veulent faire une interview de cette actrice pour qu'elle parle de son vécu, du métier. Et ce qui est marrant, à part même dans Perfect Blue, ça traite toujours du cinéma. Genre dans Paprika, il y a quelques clins d'œil à l'art. Oui, à l'art et à l'industrie. À des films aussi, aux films noirs, enfin bref, à d'autres. Même à Tarzan. Bref. Ouais, même à Tarzan. Ouais. Ça c'est marrant. Mais Perfect Blue, c'est une chanteuse qui veut devenir actrice. Et là, dans Millennium Actress, c'est d'une actrice. Et c'est marrant. J'ai pas vu d'autres travaux de Satoshi Kon, mais je suppose qu'il traite toujours de cinéma, non? Enfin, peut-être. Tokyo Godfather, ça a l'air d'être complètement à part, mais bon après. Mais ce qui est c'est assez marrant parce que finalement ils parlent tous les trois quand même de cinéma. Rigolo, quand même. En tout cas, ils font l'aspect de plusieurs trucs de cinéma. Donc c'est rigolo, quoi. Ils font l'apologie de 3 formes de cinéma différents. Donc, enfin, pas forcément de cinéma différents, mais de visions qu'on pourrait en avoir. Dans Paprika, ils traitent de la rêverie et de l'imagination qu'on peut utiliser à travers le cinéma. Millennium Actress nous parle d'un cinéma beaucoup plus tous les potentiels, tous les trucs potentiels qu'on pourrait avoir. Oui. Dans Paprika, ça peut être genre un gosse, tu vois, qui rêve, qui a encore plein de naïveté et tout, et Perfect Blue, c'est genre des illusions, et après le troisième, c'est genre la vieillesse, tu vois, l'héritage du cinéma. Bah oui, parce que le Millennium Actress, parce que pour le pitch, le Millennium Actress, ça parle justement de cette actrice qui en fait est interviewée bien après. En fait, voilà, elle est très vieille, elle est malade et elle peut se confier enfin à un directeur de production d'émissions. Un jeune mâle. Un jeune mâle alpha qui est lui aussi est fan d'elle depuis des années. Et du coup, elle va lui confier toute sa carrière d'actrice. Mais ce qui est marrant en fait, c'est comme le Satoshi Kon, je le dis, est un perfectionniste et traite sa réalisation d'une telle manière, c'est qu'il va utiliser tous les codes, tous les codes du cinéma. En fait, c'est ça qui est très drôle dans Millennium Actress, c'est que ça parle d'une actrice et on va dire tous ces passages de carrière, donc tous ces moments de sa vie, un peu comme un biopic finalement d'un acteur, c'est relié, ça met en perspective, on va dire des limite d'autres histoires. Donc c'est des histoires racontées par une histoire. Oh mon dieu. Comme la vache qui rit. Inception. Rien inventé. C'est ça. Oh mon dieu. Alors que c'était 10 ans avant. Non, pas. Attends. Non, c'était pas 10 ans avant, c'était
8 ans avant, bref. Tu m'as donc menti. M'aurais-tu donc menti? Non, mais en tout cas, voilà. Mais parce que c'est. Le speech, c'est ça, c'est une interview, et ce qui est cool, c'est quand elle raconte des histoires, on rentre dans la psyché du personnage principal, et on voit littéralement à l'image ce qui se passe. Ce qui est cool, c'est que les personnes qui interviewent sont témoins de ces histoires, et ils sont pas acteurs, mais spectateurs, tout comme nous. Il y a un caméraman qui est avec sa caméra, qui filme les événements qui sont racontés, et c'est l'œil. Et chez vous, en même temps, chez vous. C'est tellement méta. Et concernant l'histoire, c'est ça, c'est raconter les histoires, l'impact que ça a sur toi, l'échange aussi, voilà, depuis l'aube de l'humanité, on vit avec l'histoire, et ce qui est cool aussi, c'est que c'est une enquête aussi pour retrouver l'amour perdu de cette actrice, de cette femme, et ce qui est super touchant, enfin moi en tout cas ça m'a ému aux larmes, c'est que elle fait du cinéma pour retrouver cette personne. Donc elle multiplie les tournages dans différents lieux du Japon, elle se fait connaître, donc comment dire, son visage est connu, et son message l'est également aussi. Et on va la suivre dans cette quête pour trouver la personne qu'elle a aimée, et je me perds. Un petit peu. Les mots me manquent pour me dire. Je trouve super joli, et de la trilogie, c'est mon préféré. D'un coup, et je pensais vraiment pas que le film allait me toucher à ce point-là, parce que j'ai pas envie de spoiler la fin, parce que c'est inutile, parce que t'as pas besoin de ça pour comprendre le film, mais en tout cas je trouve ça très joliment fait et super intéressant aussi. C'est pas juste tu vois, on pourrait faire un truc super classique, une interview, genre le mec est là, genre dans un coin, le caméraman aussi, et la personne te parle, bon voilà, et fait un témoignage. Et tu pourrais juste faire un fondu enchaîné sur quelques paysages ou sur quelques trucs qui se sont passés à cette époque, revenir sur... Mais là, ce qui est cool, c'est que ils sont complètement témoins aussi. Ils posent des questions, et ils sont dans l'expérience à fond, comme pour nous aussi, on est dedans, comme pour eux. Et ça, c'est super intéressant comme parti pris. Bon, par contre, le caméraman, c'est un comic relief super chiant, et des fois je voulais juste lui dire mais ferme ta gueule, quoi, laisse-moi profiter de l'histoire et c'est bon. Après, un comic relief, c'est pour désamorcer une situation trop dramatique ou trop lourde, mais là c'était pas nécessaire, quoi. J'ai un autre exemple, c'est comme dans Judge Dredd avec Rob Schneider, que j'adore cet acteur. il est super chiant, parce qu'à chaque fois qu'il parle, c'est pour te péter les couilles, et c'est pas du tout un humour qui me fait rire, et moi ça me sortait plus du film qu'autre chose. Mais après, le caméraman n'est pas aussi chiant que ça, mais bon, ça peut ça un peu inutile, qui ouvre sa gueule tout le temps, quoi. Après, voilà, et après comment dire, avec l'actrice, avec son témoignage, on voyage dans un Japon féodal. Voilà, on passe de l'un à l'autre. C'est qu'on passe de ces témoignages de femmes, de sa vie d'amour, et aussi d'actrices et de ses films, et tout se mélange. Et là, il y a plusieurs plans de réalité. Il y a le plan de réalité de l'interview, le plan de réalité du témoignage, de ce qui se passe, quoi, le plan de réalité des films. Et la transition est très très fluide, très parfaite. C'est comme pour Laurence Darby que je vois en ce moment. Et où là, les transitions, elles sont très smooth, elles sont quasiment invisibles. Et en termes de montage, là, c'est impressionnant aussi comme film. Et Miami Actress, vu que c'est de l'animation, et comment dire... tu peux faire les transitions beaucoup plus simplement que si tu filmais factuellement ce qui se passait, comme pour là avec la webcam ou avec un téléphone, voilà quoi. Donc sans trop en dire de plus, c'est ce que le film raconte, et j'ai été vachement surpris, et voilà. Non, c'est vrai qu'il est très beau, parce qu'il y a beaucoup de poésie, il y a une trame, parce que finalement il y a et l'histoire d'amour et l'histoire d'actrice, mais qui se mélange bien, parce que c'est l'amour du cinéma. C'est magnifique. Non, mais c'est vachement bien, parce que la mettre en perspective en tant qu'actrice et comme en tant que femme, c'est marrant, parce qu'elle devient icône et de ses films et de sa vie, en fait. Elle se construit littéralement, sa vie c'est des continuités de films, et elle interprète, parce que c'est bien, parce que ça pose le questionnement du c'est quoi un acteur, c'est quoi son rôle littéralement par rapport au travers du cinéma. Ah oui, quel est son rôle? Mais ouais, mais c'est n'empêche que... Je pensais à un plan de Paprika qui montre Paprika séquencé avec plein de miroirs, et ça montre qu'elle est multiple. Et c'est pareil pour le film qu'on parle en ce moment, c'est qu'elle est multiple.
par ses rôles et par ce qu'elle raconte, et bah on est tous multiples et tous porteurs d'histoire, et voilà. Ah oui, il a vraiment le film, il a une saveur aussi un peu nostalgique, parce qu'il date du début des années 2000 et il y a cette animation. Comme le Paprika. C'est tout est lié. Tout est lié, on vous dit. Tout. Non, ouais, c'est très joliment fait, je trouve. Ah oui, non, mais c'est très sympa. Mais c'est vrai que on dirait un peu comme si un peu les films étaient liés, parce que finalement c'est vrai que les trois personnages se ressemblent quand même beaucoup. Et ils ont un peu c'est pas qu'ils ont le même caractère, c'est que c'est des combattants. Enfin, je veux dire, ils sont battants pour leurs objectifs. Je veux dire, dans Paprika elle se démêle tant bien que mal pour survivre et voilà, vraiment pour se battre contre les enjeux. Même dans Millennium Actress, l'actrice se combat contre elle-même et contre la vie en règle générale avec le cinéma. Et dans Perfect Blue, elle se bat pas elle se bat, mais contre littéralement, hein. C'est fou. Mais donc en tout cas, Millennium Actress, c'est un excellent film qui est malheureusement pour le coup vraiment très peu méconnu. Ouais. Parce que vraiment, il a pas la. D'ailleurs, moi je l'ai connu, c'est grâce à toi, non? C'est toi qui m'as dit je l'avais vu, je t'avais dit qu'il était sympa. Et que il est sympa, oui. Plus que sympa. Donc voilà. En tout cas, voilà, les trois sont franchement incroyables et valent la peine. Bien sûr. Mais Millennium Actress, il est pareil, faut essayer de le prendre. C'est peut-être celui que. Enfin, c'est pas celui que j'ai le moins aimé parce que je l'ai vu qu'une fois et je m'en rappelle pas bien. Donc, comment Non, tu peux pas. Ce sont les goûts. Mais attention, il y a une différence entre avoir le moins aimé et ne pas aimer du tout. C'est pas la même chose. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, voilà, Millennium Actress. Si vous voulez, si vous voulez un film qui parle littéralement de cinéma, mais pas que, avec une réalisation que vous avez, je pense, franchement jamais vue. De toute façon, Millennium Actress, parmi les deux films, enfin parmi les trois, c'est celui qui a vraiment. Il est vraiment, enfin, il y a que ce film là, quoi. Enfin, il y a que lui que je trouve qui traite de ça, mais avec ce brio. Je viens de me rappeler un truc. Il y a un plan où je sais pas comment il s'appelle, le personnage principal, enfin bref, la femme qu'on parle depuis le début, elle est sur un cheval et elle galope. Ce qui est marrant, mais là ça marche qu'en animation, c'est plus explicite. Tu vois. Merde, le séquençage du galopage, même si galopage, oui. Je sais pas si c'est un mot qu'on peut employer comme du ça, trop. On s'en fout. Mais ça fait référence à non, vraiment c'est un galop quoi. Mais en fait, ça fait référence à un très très vieux film ou un très très extrait de film où c'est un cheval qui galope. Et je trouve ça rigolo, c'est. D'accord. Encore un autre parallèle avec le film qui est beau. Non, c'est très très cool, je crois que tu peux le trouver sur YouTube. Moi je ferai les recherches après. Elle s'appelle Shiyoko. Voilà, c'est Shiyoko. Shiyoko Fujiwara. Et voilà, c'est tout. Interprété en voix japonaise par Miyoko Choji. Et en fait, trois voix différentes, parce qu'on voit trois parties de sa vie différentes. Donc, et sa voix, c'est Delphine Morio quand elle est jeune, et Jacqueline Gay. Et donc voilà, c'est tout. Il y a Arnaud Léonard qui est une personne. Voilà. En tout cas, il a vraiment pas fait écho parce qu'il est sorti en 2001 au Canada d'abord pour le festival du film Fantasia et au Japon en 2002, et pour nous en français. Ah, attends, il est sorti le 11 avril 2005 directement en DVD. C'est triste, et je pense que c'est surtout pour ça, pour la distribution qui est très peu connue en France surtout. Parce que même à trouver en DVD, moi, franchement, j'ai découvert que maintenant, que récemment quoi. Ouais. C'est triste. Parce que par exemple sur Amazon, n'achetez pas sur Amazon. Non, par contre il reste plus qu'un exemplaire, il est à 55€. Ok, c'est parti. Non, putain, ça n'a aucun sens. Non, c'est un scandale, c'est n'importe quoi. Bah c'est un peu con quoi. Enfin, je veux dire, ça prime l'accès à la culture. C'est monsieur le ministre. Voyons. Taille avec des imports italiens quoi. C'est con. Ah, il y a une version. Non, il y a une version à 25 boules. Mais vraiment, c'est décevant parce qu'il est vraiment incroyable quoi, très sincèrement. Même Perfect Blue,
à une version officielle de Kazé, distribuée par Kazé et pas trop cher. Je pense que... Bah, en fait, surtout pour Perfect Blue et Paprika, c'est 2 films phares, quoi. Enfin, ils sont super connus. Enfin, surtout Perfect Blue. Oui, surtout Perfect Blue, parce que Paprika est quand même un tout petit peu moins connu. Après, leur but, c'est pas leur... Un film de... De Mich. De Mich. Non mais oui, c'est vrai qu'ils sont un peu voilà. Ils ont pas leur représentation qui devrait. C'est comme par exemple Steam Boy, tu vois. Steam Boy, il est ultra galère à trouver aussi en DVD. J'arrive jamais. Pour Paprika, il a été repris dans Requiem for a Dream. C'est un gros repompage bien comme il faut. Non, c'est Requiem for a Dream et Black Swan. Surtout Black Swan. Black Swan, c'est Perfect Blue. C'est même c'est pas Darren Aronofsky, c'est ça? Ouais. En tout cas, il est très fan du film et il a repris genre une scène dans Requiem for a Dream, mais plan pour plan. Et Black Swan, bah, c'est Perfect Blue, c'est tout le speech. Et voilà. Et il y a 5 films majeurs que le cinéma américain s'inspire du cinéma japonais. Il y a Akira, il y a Perfect Blue, il y a... Merde, je le connaissais par cœur, mais bah il y a Ghost in the Shell là récemment. Et ça fait 3. Paprika avec l'Inception. et le 5ème je l'ai plus du tout en tête, mais bon c'est des films majeurs au Japon qui ont inspiré beaucoup de gens. Juste petit aparté, je me rappelle que j'étais justement au magasin à Rennes et que j'avais oublié qu'à un moment j'avais vu Millennium Actress à 12€ en DVD. Oh putain. Et le mec tombe sur un DVD genre en France. Non mais je veux dire, j'étais en train de regarder le truc d'animation, il y avait les studios Ghibli, machin, il y avait Steam Boy, et là je vois Millennium, il y a Millennium Actress. Et je vois le prix, je fais 12€. Non mais c'est pas ça, mais je l'ai pas pris parce que j'avais pas d'argent à ce moment-là. J'ai jamais l'argent quand il faut, je trouve ça. Mais j'avoue, en fait après j'ai pas eu l'idée de le prendre. Parce qu'un jour je me dis je le prendrai plus tard. Ouais non, en fait maintenant je regrette beaucoup. Parce que, mais bon, c'est voilà, c'est comme ça, malheureusement. Je pense que ça pourrait être sympa de faire un coffret des 3 films, quoi. Genre, ça pourrait. Un coffret Blu-ray, sans boule. Non, mais j'avoue qu'un coffret des 3 films, ou même des 4 avec Tokyo Godfather, qui. Je sais pas ce qu'il vaut, mais. Bon, après, c'est des choix de distributeurs, c'est dommage. Mais... En tout cas, Millennium Actress, c'est une petite perle qu'il faut absolument. C'est pas qu'il faut voir, mais elle vaut le coup, quoi, vraiment. C'est typiquement le film que tu peux, qui est complètement accessible et qui est vraiment un petit chef-d'œuvre là, à part, bien casé, mal distribué, du coup. Enfin, je veux dire, quand il sort directement en France 3 ans après, c'est un peu révélateur. En DVD directement en France. Ouais, genre enfant, tiens, allez, vas-y. C'est n'importe quoi. Il est même pas sorti en salle. Non, il est pas sorti en salle en France. En tout cas, ça a pas l'air. Parce que c'est vrai qu'il a pas fait écho. Même je suis sûr dans le monde de l'animation, il fait pas écho. Il doit être assez mystérieux et toujours un peu boudé. Ce qui est dommage, hein, parce que tout le monde parle de Perfect Blue, mais très peu de gens parlent de Millennium Actress. Après là, c'est juste à valeur, ils sont très bien ces films. Ah bah oui, c'est aussi ouais. Bah après voilà, c'est différents abords qu'on veut. Je veux dire, voilà, soit Paprika, soit Perfect Blue, soit Millennium Actress, mais bah justement pour terminer. Faudrait qu'il prenne un poster de Millennium Actress. J'ai très envie d'en prendre un. Quand même. Il est assez joli. Bon, ils sont tous jolis, hein. Celui de Paprika, celui de Perfect Blue, celui de. D'accord. Très bien. Ils sont quand même très jolis. Faut pas se leurrer. 20 sur 20. En tout cas, voilà, on va pouvoir parler du dernier. Par contre, le dernier, ça va être un peu compliqué. Bah littéralement, si pas en le fait, pitch. Vous avez vu Black Swan, vous avez vu. Oui, j'avoue que j'ai pas vu Black Swan. J'ai pas vu Black Swan, mais bon, faut que je le voie effectivement, parce que je veux bien voir Nathalie Portman devenir folle, mais ça peut être drôle quand même. Attends, je te passe l'image de Requiem for a Dream et de Perfect Blue et plan par plan. Mais vas-y, tu peux faire le pitch. Le pitch. Le pitch.
au chocolat et la pomme. Bref, on sent qu'on commence à devenir con. Et là après, bon, inspiration, plagiat, où est la limite Je ne sais plus. Maintenant on crée au plagiat pour n'importe quoi, donc... Non mais après, tu vois, un plagiat, c'est littéralement, tu reprends tel quel factuellement ce qu'il y a. Il y a une super méthode de Mr. Gilet sur ça, sur le plagiat et l'hommage. Genre, l'hommage, tu vois, tu fais écho, tu fais des références. Effectivement, c'est au plan près. Voilà, c'est pas anodin, c'est pas juste, oh tiens... Bon après, il n'y a pas 1000 façons de filmer non, mais dans sa mémoire, mais bon, quand même... c'est quand même assez proche. Hein. Voilà. Donc Perfect Blue. Ah, quoique, il n'y a pas le même rideau de douche dans Perfect Blue et dans Requiem for a Dream, donc c'est pas un plagiat. C'est une inspiration douteuse. Et le shampoing là, il est pas la non, en tout cas, et la couleur de la salle de bain, elle est pas tout à fait la même. C'est pas la même Bordeaux. Et même, elles ont pas le même tour de poitrine. Merci Michel. Ah oui, juste un petit aparté très très vite. Je regardais Halloween de John Carpenter en français. Michael Myers s'appelle Michel. Putain. Voilà. Ça s'appelle Michel. Michel. C'est génial. Michel meilleur. Putain, sérieusement. En tout cas, Perfect Blue. Alors, c'est l'histoire d'une chanteuse qui veut devenir actrice, mais qui, comme tout début d'artiste, on sait bien que généralement, voilà, comme tous les artistes qui ont un certain talent et une notoriété, et ben notoriété, bref, c'est bon, on l'a vu. C'est pas un clip promotionnel pour un DVD. Tu présentes le produit. C'est fais-moi mal. En tout cas, c'est l'histoire d'une chanteuse, mais qui en fait a une grande notoriété en tant que chanteuse. Donc elle en a marre et décide de tout plaquer pour devenir actrice. Mais quand on quitte quelque chose et qu'on veut directement aller autre part, c'est pas spécialement facile. Ce qui est d'ailleurs bien mis en avant, parce que c'est un point de vue qui est généralement parfois peut-être un peu trop cliché au cinéma. Cette espèce d'ascension directe, de changement. Bon, après, on peut pas parler de ça. C'est ça. Et donc dans Perfect Blue, elle veut devenir actrice, donc elle va se partir du plus bas pour aller... Elle veut essayer forcément. C'est pour le coup, c'est le début. Hein. C'est typiquement l'actrice qui veut. C'est la figure de la chanteuse qui veut devenir actrice dans ce sens. Parce que finalement, ce qui est assez bien, parce que en parallèle, on va suivre et son groupe qui continue et elle qui tente sa nouvelle carrière. Donc il y a le monde il y a deux mondes du show business, l'aspect du showbiz musical et aussi industriellement du cinéma. Donc toujours l'aspect industriel. Et là, pour le coup, on est vraiment dans le comble du cinéma, puisqu'on est vraiment, c'est très métaphysique, parce qu'on est vraiment dans le cœur de la création d'un film, tout ce qui en découle, que ça soit technique, avec beaucoup de fois où on regarde parce que c'est assez drôle, parce que finalement la caméra du film, donc de Perfect Blue, va à la fois nous montrer et l'envers du décor, mais aussi les scènes qui eux-mêmes sont filmées dans le film. Donc c'est ce qui donne lieu avec toujours les transitions qui sont par contre qui sont plus que des transitions d'ailleurs. À ce stade-là, c'est même plus une transition, c'est un art. Voilà. Non mais c'est simplement. C'est l'aspect des transitions va jouer un rôle capital, puisque le film constamment, pourtant il fait que 1h15. 1h15 c'est pas beaucoup. Mais bordel, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es mal cadré? Le cadrage est un art. Le cadrage est un art. Il faut savoir à quel moment il faut zoomer. C'est ça. Non mais c'est vrai que le cadrage et les transitions et le cadrage est un art. Ça suffit. C'est bon, on a compris. J'aime bien les bonnes voitures. Alors j'aime bien les bonjour, et bien je sur Clermont-Ferrand, voilà, je mets tout ce qui est grosse voiture, tuning. Hein. Putain, remets ta face au milieu, c'est très dérangeant. Oh.
C'est c'est un choix artistique. Bref, en tout cas, le film va nous perdre. Mais nous perdre entre réalité. Non, c'est en fait, ce qui est très pute, c'est que elle tourne dans une série policière. Et la série policière met en avant une potentielle schizophrène. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le traite aussi du cinéma, mais aussi. Oui, et aussi. Je viens de comprendre un truc. Oui, je viens de comprendre. Non, mais bah, en fait, c'est très simple. Enfin, bref, bête comme chou. Parce que, ouais, il y a une enquête fictive, mais une vraie enquête aussi. Et j'avais pas compris ça. Enfin, si, j'avais compris, mais j'ai jamais fait le parallèle. Et bah oui, c'est ça le. C'est ça qui nous perd en fait. Ah, mais c'est même plus c'est même qui nous perd. À la fin, consciemment, on se dit, bon, attends, c'est la réalité ou c'est pas la réalité? Genre, tu te dis, c'est elle ou c'est pas elle? Oh mon dieu, on est dans un film. Parce que par exemple, il y a un choix très utile de transition. Qui, par exemple, on va la voir. On va l'avoir abouti parce que le film fait l'éloge aussi du cyberharcèlement et des psychopathes qui... Et en fait, durant tout le film, on va voir qu'il y a un mec qui était fan d'elle et qui va la harceler, suivre tout son... Ah, qui va même tenter de la violer. Bon, là, c'est voilà, le cyberharcèlement. Mais en tout cas, le truc, c'est par exemple, plusieurs fois, on va voir sa tête assez dépitée, et plusieurs fois même, elle va douter d'elle-même. Enfin, je veux dire, elle va recevoir un appel comme quoi elle devait être là, ou alors qu'elle a subi, il s'est passé ça, et elle va se perdre, mais elle va devenir paranoïaque, mais d'un point, c'est effrayant, vraiment effrayant. Ce point-là. C'est ça. Et par exemple, il y avait une transition où à un moment on la voit dépitée et on se dit ah merde, putain, ouais, elle est vraiment pas bien. Et bam, recul arrière, et en fait on voit le flou et le grésillement d'une télé. Et plan encore arrière, on s'aperçoit qu'on est sur un plateau de tournage. Et du coup, qu'elle est en train de... Tous ces signes n'étaient qu'un rêve. Non, pas du tout. Oh mon dieu. Et voilà, on comprend qu'elle est... mais ça joue tout le temps sur ça. On nous perd vraiment entre son rôle d'actrice et son rôle dans sa vie en règle générale. Et donc justement, elle devient complètement paranoïaque parce qu'elle se perd littéralement entre fiction et réalité. La frontière, elle n'a jamais été aussi palpable avec ce film. Parce que c'est juste démentiel. C'est vraiment démentiel parce que ça ancre le récit dans un tel désarroi. Dans Paprika et Perfect Blue, en fait, c'est comme si en fait tu prenais une bonne grosse dose de drogue et Perfect Blue, c'est le bad trip. Ouais, on a un peu ça. C'est ça. C'est marrant parce que Perfect Blue, c'est ça. C'est marrant parce que Millième Actress, limite, si on devient méta, on pourrait dire que c'est peut-être cette personne-là, tu vois, c'est peut-être elle en fait qui a vieilli et qui s'en est sortie et qui se bat en fait pour le cinéma parce qu'elle avait réussi. Donc peut-être que tout est lié. Non, peut-être que tout est lié, peut-être que ça veut tout dire. Attends, comment ils s'appellent les personnages? Comment ils s'appellent? C'est quoi alors? Donnez-moi des noms. Non, mais c'est vraiment Perfect Blue et il est aussi. Ouais. Il est pas bleu. Bah, on y voit, j'avoue, très peu de. Moi, j'y vois quasiment aucun. En fait, dans le loup de Wall Street, hein, si toi tu vois le loup, hein, c'est bon. Je ne lui vois aucun défaut, hein, franchement. C'est très con dit comme ça, mais. J'ai vu une critique du loup de Wall Street, une personne n'avait pas du tout aimé le film parce qu'il n'a pas trouvé le loup. J'aime pas, y a pas de loup. J'ai vraiment chier. Putain. Dans Perfect Blue aussi, à la fin, elle voit un ciel d'un bleu parfait et c'est le calme après la tempête, quoi. Voilà, c'est le struggle. Le struggle, voilà. Voilà. Ouais. Voilà. C'est adapté d'un roman aussi, je crois aussi, Perfect Blue. Ah bon? Ouais. Peut-être. Voyons cela. Et oui, j'ai l'impression. Et oui. Effectivement. On reportait le super. Ah bah c'est le même mec qui a fait Millième Actress. Enculé. Tout est lié quand je te dis que tout est lié. Ah, il a fait aussi Steam Boy. Ouais, tout est lié en fait. Ouais, bon, tout est parfait. Tout est parfait. En tout cas, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Perfect Blue.
C'est un peu triste parce que quand en fait on voulait faire le live sur Satoshi Kon, je voulais juste de voir Perfect Blue et Millennium Actress. Et j'avais trouvé plein de trucs sur Perfect Blue, mais là ça fait super longtemps que je l'ai plus vu, j'ai tout oublié. Super longtemps, ça fait à peine 2 mois. Ouais, mais 2 mois, en 2 mois il se passe des trucs. Ouais, pourtant tu l'avais vu 7 fois. Oui, bah c'est pas assez. Non, j'avoue, par contre, vous ne pigerez pas tout au premier visionnage. Hein. Si vous y arrivez, vous êtes. Et il y a un truc aussi. Il y a un truc, c'est pas grave de pas comprendre des choses. Ah bah non. C'est très bien de pas comprendre. Ouais, c'est mieux, comme ça te permet de. Je trouve ça super important de. Voilà. Garder une part de mystère. Faut garder le mystère. Même son interprétation, c'est ça qui est cool. Par exemple, dans Millennium Actress, on fait son interprétation, même s'il y a une trappe scénaristique. Perfect Blue, c'est pareil, mais Paprika aussi. Donc, il y a quand même une liberté. Pour Millennium Actress, moi j'ai vu le mien de film, parce que moi il m'a fait écho à des trucs et ça m'a touché, blablabla, mon cul. Et vous en prêterez peut-être les couilles. Mais bon, au niveau technique, factuel, il est très bien ce film. Après, vous mettez le remballage émotionnel que vous voulez dessus. Voilà. C'est ça. Enfin voilà, c'est tout à fait plaisant que de pouvoir simplement regarder. Perfect Blue est le moins abordable puisqu'il vraiment il traite ça très cru. Toi, tu as vu de Perfect Blue en premier, c'était avec moi, non? Le premier, oui, c'était Perfect Blue. Il est pas facile à aborder. Non, à la fin, j'avoue, j'admets qu'à la fin, j'avais le cerveau en ébullition. Hein. J'étais là. Ah ouais, vraiment, j'étais bordel de merde. Une trace de sang. C'est ça. Et ensuite, j'ai regardé Paprika et ensuite, j'ai vu le dernier était Millennium Actress. Donc voilà. Et ils sont bien, hein, franchement. Regardez-les. Faites-vous plaisir. Non, ce n'est que des conseils. Ce sont des invitations généreuses à des monuments cinématographiques. Vraiment, mais j'avoue que c'est surtout pour Millennium Actress qu'on fait la pub parce que il est vraiment peu connu. Je veux dire, je connais très peu de gens et même quand même je suis sûr si on va sur des forums, peu de gens peuvent en parler. Même Satoshi Kon en vrai, il est pas tant, enfin s'il est connu, mais il a son public, mais disons que son travail quand même mérite très grande attention parce pour moi pour moi, il a atteint quand même un peu le panthéon de l'animation avec ses films. C'est quand même dinguissime ce qu'il a fait. Et c'est fifou quand même. Et dis donc, Jamie, c'est quand même ça. Et vous avez un regard bien. C'est ça. En tout cas, voilà, si vous voulez des films qui traitent de différents sujets. Qui vous traitent de catin. Oui. En tout cas, si vous voulez des films qui vous prennent pas pour des cons. Oui. Non, pas Cannibal Holocaust, on fera pas l'apologie de Cannibal Holocaust. Bon, c'est pas aujourd'hui. Parce que je ne l'ai pas vu, un petit film dans la famille. T'as fait quoi? J'ai regardé Cannibal Holocaust avec les enfants. On ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a, Karim? Non, encore que ça, c'est tout. Non, attends. Par contre, je vais juste. J'en profite pour enlever les images de Perfect Blue et peut-être, parce qu'il reste un peu de temps, je pense, un tout petit peu, est-ce qu'on finirait comme ça ou on pourrait conclure soit on conclut, soit on peut continuer sur un autre sujet. Je ne sais pas, parce que là on en est à 1 heure de live. On a fait plus d'1 heure. On s'est très bien débrouillé. Je vais juste voir quelque chose. L'autofellation. L'autofellation. Voilà. C'est bien ce qu'on fait quand même. Hein. C'est bien ce qu'on fait, dites-le. T'as vu, il y a des gens. Non, en plus, il n'y a personne. Ah, c'est magnifique, j'adore parler pour rien. C'est pas pour rien, c'est pour l'amour du cinéma. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis couché à 1h du matin environ. Que se passe-t-il? Non, rien. Je t'ai écouté. Rien du tout. En tout cas, voilà. Bon, bah écoutez. Merci pour personne
hein, parce que vous n'avez pas vu. Vous êtes zéro à avoir vu le live. C'est magnifique hein, d'avoir un public aussi attachant. On se retrouve tous les jours pour 0 visionnage. C'est magnifique. Ah là là. Ouais. On aime bien parler dans le vide. Non, mais non. De toute façon, je vais certainement... je vais essayer de l'uploader. Essayer. J'ai pas mis de musique. Wow. Quoique. Non, j'ai pas mis de musique parce que j'ai arrêté après. Donc voilà. Donc j'ai pas mis de musique. Donc peut-être. J'ai même pas mis d'extrait des films. Donc techniquement. Il y a une photo. J'ai mis des photos. Mais est-ce que ça compte? L'article 13, il va te niquer. Bah, je sais pas s'il est passé. L'article a été voté en septembre. Donc après, il va être répliqué quand? Je sais pas. Bah justement, en fait, on sait toujours pas. Donc on va voir, soit il s'applique de manière, on va dire, plus ou moins ponctuelle, soit il s'applique directement, et là, la création sera foutue. Ce sera littéralement foutu. C'est parce que nique ta race, voilà, c'est tout. On va... Rue de la Pipe, non mais je m'en fous. Bon, non mais tu comprends pas. Ça veut pas dire ce que ça veut dire. Après tu vois, je trouve ça beau que dans une démocratie, c'est l'argent qui achète la liberté en fait. Oui, mais bon, on va pas faire l'éloge de révolution thématique politique. Les gens, ils veulent savoir, ils veulent des chiffres, ils veulent du débat, ils veulent du... Voilà, on va être avec tes crottes de nez, on va dire, tiens... L'article, il est sur ça, c'est les gros lobbies, Sony, Mon Cul, Musique et tout, qui achètent... Oui, bah écoute, ce sont les droits d'auteur. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand l'apologie du droit d'auteur est arrivée, maintenant ça s'applique à l'extrême. On n'arrive pas à gérer, à prendre en compte des situations... En fait, non, c'est con, parce que les lois elles sont arrivées avant Internet, et maintenant c'est plus applicable, parce que le fair use, et pour la critique, la parodie, c'est... c'est autorisé normalement, mais la loi, il y a un flou. Ah oui, non, ça c'est faux. Par contre, parodie, tout ça, c'est... Enfin... Ouais, non, vraiment. Critique sans extrait, c'est débile, tu peux pas... Enfin, c'est ce que... Ouais, mais oui, mais c'est voilà, c'est mais c'est les droits et c'est la loi. C'est surtout les droits, parce que les droits, effectivement... Enfin, c'est l'application... C'est l'application des droits qui se font... En fait, ce qui est génial avec les droits d'auteur, c'est que tant que t'en as pas conscience et que tant que t'en as pas besoin, ils te font pas chier. Par contre, le moindre moment où t'en as besoin, alors là, ça devient une arme de destruction massive. Vraiment. C'est juste pour la critique, c'est autorisé. Ils le disent, tout le monde le dit, et même dans le texte de loi, c'est autorisé. Bah écoute, ils sont cons, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont débiles. Bah oui, mais voilà, les considérations pécuniaires... Voilà, on va se faire de l'argent, c'est tout. On est dans le monde de l'argent. Oui, voilà, enfin, bon après, quand tu sais que maintenant il y a des gars qui sont payés pour supprimer des vidéos manuellement. J'ai vu les vidéos du Jean de Grenier, mais je trouve ça marrant parce qu'avant il y avait, tu sais, la loi ACTA, c'était en 2012-2013. Il y a toujours des lois sur réguler Internet, mais c'est complètement absurde, tu peux pas l'appliquer, c'est débile. C'est la politique qui essaie c'est la politique qui essaie de contrôler quelque chose qu'ils ne comprennent pas et qui... surtout que les personnes qui votent les lois, elles sont pas du tout dans la réalité du truc, quoi. Bah oui, je veux dire, la loi sur Internet n'est pas là, ne s'applique pas aussi impunément, et surtout pour des choses aussi essentielles, parce qu'effectivement prendre une musique, ça c'est une chose pour avoir étudié le droit en musique, mais effectivement le droit de paternité d'un artiste sur son œuvre est légal et logique, mais son utilisation effectivement là relève de plusieurs points, c'est surtout des degrés, parce qu'en fait malheureusement avec le droit fait abstraction d'une chose, c'est son degré de tolérance, c'est-à-dire que si tu utilises un extrait de musique, par exemple, je sais pas, d'une minute sur 3 minutes, voilà, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit tant que tu n'as pas les droits de cet artiste, d'accord. Mais ça reste con. Effectivement, par exemple, pour des parodies ou des critiques qui sont censés pouvoir être quand même des exemples et une des rares façons de pouvoir dire, je vais vous parler du film que j'ai vu, par contre je pourrais pas vous montrer. Je pourrais pas. La musique est trop bien, mais je peux pas vous la faire écouter.
Et on va où comme ça oui. On va où comme ça quoi, Et je te montrais une vidéo de Méa qui fait une fausse critique comme ça où il joue à un jeu mais il peut montrer aucun extrait. C'est génial. C'est ça le problème avec le droit, c'est que c'est une excellente défense. En fait, moi je trouve ça cool pour la loi, pour les trucs volés, genre les trucs en streaming que tu mets sur YouTube, etc. Là, ok, là c'est cool parce que c'est volé, c'est illégal et tout. Mais là, c'est vrai que techniquement, en fait, c'est pour ça, c'est ça. Le partage aussi. Le seul problème, c'est que c'est effectivement, en fait, ça touche les mêmes. Ce sont des protections qui en fait n'ont pas été, justement, effectivement, ceux qui ont créé ou voté les lois, ils n'ont pas compris le système internet, et pour eux, voilà, genre tu utilises 10 secondes d'une musique, 10 secondes. Moi je prends tout. C'est pas genre, ah bah non, tu vois, tu peux pas. Toi, c'est pas genre un inversement, bah non, tu peux pas. D'ailleurs, je vais devoir y aller, je vais bientôt arrêter. Voilà, c'était le Queen Amman. Bonne dégustation des films. Il y aura peut-être un live sur la polémique de l'article 13 et les droits d'auteur. Juste avant, remember the 5th of November. D'accord. Je vais prendre en état, c'est parti. Bon, allez, salut à tous et salut à tous. Voilà.